Eh bien, on va revenir sur l'émotion poignante des personnels de RFI lors d'une cérémonie d'hommage organisée à la rédaction en mémoire de leurs confrères assassinés près de Kidal dans le Nord Mali. Leurs dépouilles sont arrivées en France ce mardi à l'aube. Nous ferons un point également sur l'enquête des juges français sont au Mali où les autorités auraient arrêté plusieurs dizaines de suspects. Le journal Le Monde affirme que 3 membres du groupe de preneurs d'otages auraient été identifiés, qu'ils étaient connus des services secrets français. Et les États-Unis, la France salue la fin de la rébellion du M23 en RDC, battue par l'armée qui enregistre une victoire historique. Nous en parlerons, vous l'entendrez, l'analyse de Cyril Musila, chercheur à l'IFRI et professeur à l'université de Goma et de Kinshasa. Ce fut donc une nouvelle journée de recueillement 2 jours après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Leurs dépouilles sont arrivées en France ce matin à l'aube et l'émotion était encore une fois poignante, celle de nos confrères de RFI ce mardi au siège de la Radio du Monde où une cérémonie a eu lieu avec des collègues tout juste rentrés du Mali. À l'aube, les corps des 2 journalistes viennent d'être rapatriés en France. Recouverts d'un drap bleu marine, les cercueils de Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, sont transférés dans le pavillon d'honneur de l'aéroport. Une cérémonie sobre, leur famille, quelques confrères et amis sont présents. On s'est installé pour regarder les cercueils arriver, qui ont été installés dans une chapelle ardente. Et là, tout le monde a pu se recueillir. Et puis ensuite, on est restés à parler tous ensemble de leurs enfants, de leur père. Voilà. Le chef de l'État était venu soutenir les proches des 2 disparus. Quelques heures plus tard, au son du requiem de Fauré, cérémonie poignante à RFI, Radio France Internationale pour laquelle il travaillait depuis plus de 20 ans. 15 heures, l'Assemblée nationale se fige. 1 minute de silence, le temps du deuil au moment où l'enquête commence. 7 policiers français sont actuellement à Bamako pour éclaircir les circonstances de ce double meurtre. Et Laurent Fabius s'est exprimé. Aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé l'envoi de renforts militaires français à Kidal. Écoutez. Oui, il y a des opérations, mais je ne donnerai pas le détail. Ouais. Tout le monde dans cette région écoute RFI. Ensuite, l'instruction a été donnée que 150 militaires partent du sud du Mali pour se rendre à Kidal, ce qui a été fait hier soir, pour un renforcement de la présence à Kidal et de la sécurité. Par ailleurs, les personnes venues de Paris pour enquêter sont arrivées sur place et donc là aussi il y a un dispositif et nous sommes sur toutes ces opérations en relation étroite avec nos amis maliens. Du côté de l'enquête, justement, la traque des meurtriers de nos 2 confrères semble s'accélérer. Oui, au Mali, tout d'abord, où au moins 35 personnes ont été arrêtées ces dernières 48 heures. Ce sont des informations de notre correspondant à Bamako. Et puis en France, selon le journal Le Monde, 3 des 4 personnes ayant participé à la prise d'otages auraient été identifiées. Selon un article, c'est notamment un document retrouvé dans le véhicule à proximité des corps sans vie des reporters qui aurait rendu possible leur identification. Les 3 personnes étaient connues des services de renseignement français. Elles avaient été interrogées à plusieurs reprises ces derniers mois, puis relâchées. Les membres du groupe de preneurs d'otages seraient, selon Le Monde, toujours des rebelles touaregs alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Écoutez l'analyse d'Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est qu'en mars 2012, vous aviez à un moment donné une osmose totale entre les indépendantistes touaregs et puis en même temps les gens de Al-Qaïda du Maghreb islamique, où la ville de Kidal était totalement aux mains de Ansar Din de Iyad Khali et qui était finalement, qui à un moment donné, quand les Français, c'est pour ça que les Français en janvier 2013 ont laissé la ville de Kidal au mouvement national de l'Azawad, qui s'était désolidarisé
des gens de AQMI, des djihadistes qui sont, il faut le rappeler, Al-Qaïda du Maghreb islamique, ce sont des djihadistes algériens. Tout ce qui est Ansardine, tout ce qui est mouvement d'islamistes de l'Azawad, ce sont des Touaregs maliens. Et c'est vrai que je pense que dans les services de renseignement, vous savez, quand vous voulez avoir des informations, ce qui importe, c'est le renseignement. Et c'est vrai que la France a toujours utilisé les Touaregs pour avoir des informations sur Al-Qaïda du Maghreb islamique. Donc, bien sûr que tous ces des Touaregs qui, à un moment donné, étaient liés à Al-Qaïda du Maghreb islamique ont été identifiés. Et je pense que c'est à ce moment-là que ces Touaregs ont été aux mains des services de renseignement français. Le M23 est battu dans l'est de la République démocratique du Congo et c'est une victoire historique pour l'armée congolaise. Oui, c'est la première fois que l'armée congolaise bat militairement une rébellion à dominante Tutsi dans l'est du pays. Depuis 1994, depuis près de 20 ans, des mouvements, soutenus officiellement ou non par le Rwanda, ont opéré quasi continuellement dans les Kivu. Le récit de Nicolas Germain. Un rassemblement à Kinshasa pour remercier l'armée d'avoir vaincu les rebelles du M23. Notre armée FARDC a gagné la guerre de l'Est. C'est pour cela que nous sommes ici. Mais certains se demandent s'ils ne se réjouissent pas trop vite. L'histoire récente montre qu'il existe un cycle dans l'est du Congo, au Kivu, une région très riche en ressources minières. Des rébellions à dominante Tutsi apparaissent, meurent, puis se reforment un peu plus tard sous un autre nom. Tout commence avec le génocide rwandais de 1994. Selon l'ONU, 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, sont tuées. De nombreux Hutus, dont des génocidaires, traversent alors au Congo. Après avoir aidé Laurent-Désiré Kabila à prendre le pouvoir en 1997, le Rwanda de Paul Kagame estime l'année suivante qu'il ne fait pas assez pour lutter contre la milice Hutu des FDLR. C'est le début d'un conflit régional qui entraîne une dizaine de pays et fera en 5 ans plusieurs millions de morts. Quelques années plus tard, en 2008, une nouvelle rébellion tutsi congolaise, le CNDP de Laurent Nkunda, dit vouloir affronter les milices Hutus dans l'est du Congo, toujours avec le conflit pour les ressources minières en toile de fond. L'année suivante, à la suite d'un accord de paix, le CNDP intègre l'armée congolaise. Mais en 2012, il affirme que le gouvernement ne respecte pas ses engagements et reprend les armes sous le nom du M23. Aujourd'hui, le M23 est battu et Kinshasa promet de s'attaquer aux milices Hutus. Mais est-ce que cela sera suffisant pour mettre cette fois un terme définitif à ce cycle de rébellion ? Et comment expliquer la chute du M23 en l'espace de quelques semaines ? Ce qui semblait hors de portée de l'armée congolaise il y a quelques mois encore a été finalement réalisé. Écoutez la réponse de Cyril Musila, chercheur associé à l'IFRI et professeur à l'université de Goma et Kinshasa. Il était sur ce plateau tout à l'heure. C'est beaucoup de facteurs, dont effectivement la pression sur le Rwanda. Mais on se rappelle qu'il y a un an à peu près, presque jour pour jour, lorsque le M23 a pris la ville de Goma, il y a eu une sorte de choc, vraiment des chocs de choc de conscience et puis une sorte de réveil un peu de la part de l'armée, de la part de la population, de la part des Nations Unies, à qui on a beaucoup reproché d'avoir abandonné le front et puis à l'armée congolaise d'avoir déserté la ville, de l'avoir abandonné un peu aux rebelles. Et à partir de ces chocs-là, je crois qu'il y a eu une sorte, d'abord, premièrement, une réorganisation de l'armée. Avec des changements d'officiers. Des changements d'officiers, le général Olenga qui est venu lui-même commander les troupes sur place, le commandant de la 8e région militaire qui a été changé. Et du côté de la MONUSCO ? Du côté de la MONUSCO aussi, bien sûr, l'arrivée de Martin Kobler, l'Allemand, et puis du général Diaz, le Brésilien, qui ont deux backgrounds très très différents de ceux qui a été précédemment en place, ont créé un autre choc. Et troisième élément, c'était la faiblesse elle-même du M23. Oui, qui était divisé depuis ces derniers mois. Exact, depuis ces derniers mois, disons de le moment où on aurait commencé à mettre la main sur Bosco Ntaganda, une partie qui la suivait, c'est complètement, comment dire, découpé du reste que dirigeait Makenga et s'entendant en deux parties. Et donc, du coup, la partie qui est restée plus active n'a jamais eu la possibilité, le personnel, le troupe pour pouvoir faire face à ça. Et donc, la jonction de ces quatre éléments ont fait que, effectivement, que le M23 n'avait plus la puissance
les appuis logistiques, militaires, techniques qu'ils avaient, et que la force de feu jointe des Nations Unies, de la MONUSCO avec la nouvelle brigade internationale et le FARDC ont fait que le M23 en fait, ne pouvait pas tenir. Au Mozambique, l'ex-guérilla de la Renamo rejette l'offre du président. Et Armando Guebuza qui proposait une rencontre avec le leader de la Renamo, Afonso Dhlakama, à Maputo, une rencontre pour tenter d'apaiser les tensions, puisqu'il y a eu récemment des affrontements entre l'armée et les anciens rebelles dans le centre du pays. Et puis j'ajoute que toujours au Mozambique, 2 femmes, dont une portugaise, ont été kidnappées ce mardi. Un kidnapping qui augmente l'inquiétude des expatriés, mais aussi des Mozambicains, face à une récente vague d'enlèvements qui vise notamment des personnes fortunées dans ce pays. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup, Pauline. On vous retrouvera demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal sans une poignée de minutes, 23h.